Mes résultats viennent d'arriver! Le facteur me les a déposés dans ma boîte aux lettres il y a exactement 10 minutes. Je les attendais depuis super longtemps. Donc juste le temps d'allumer ma caméra. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Je vais commencer par une petite introduction. Alors si vous voulez aller directement aux résultats de mes analyses, je vous mets le timing juste ici à côté. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi je ne mange plus de produits issus d'animaux, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ma série de vidéos que j'ai fait sur le sujet et que je vous mets juste ici au-dessus. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur les résultats de mes analyses et décortiquer tout ça ensemble. Cela fait maintenant plus d'une année que je suis végétalienne. Auparavant, j'étais omnivore, je suis ensuite passée flexitarienne, puis végétarienne, puis flexitalienne, puis complètement végétalienne. Évidemment, je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je suis végane. J'ai même pu régler certains soucis de santé, donc c'est pour dire. Cependant, j'ai beau crier haut et fort que lorsqu'on est végétalien, on n'a pas forcément plus de carences qu'un omnivore. Tout ça restait de la théorie puisque je n'avais aucune preuve tangible à vous montrer. Et pour être tout à fait honnête, j'avais quand même une toute petite crainte au fond de moi. Est-ce que je n'ai pas des carences sous-jacentes, bien cachées, qui vont m'exploser à la figure sans crier gare? Parce qu'il faut savoir que cette année de végétalisme a été pour moi une expérience, si on veut bien. Parce que depuis le 31/12/2018, je n'ai pris aucun complément alimentaire à part la B12. Je l'ai fait par précaution parce que tout le monde nous fait peur avec ça, malgré qu'on sait aujourd'hui qu'on a une réserve d'environ 3 ans de B12 du moment où on passe d'omnivore à végétalien. Encore une petite précision, mais que je vous rappellerai au fur et à mesure de la vidéo, en étant omnivore, j'étais fortement carencée en fer et en vitamine D. Là, il s'agit seulement des carences qui étaient connues chez moi parce que c'est les analyses qu'on vous fait le plus souvent chez le médecin, donc en médecine allopathique. J'avais certainement d'autres carences, beaucoup d'autres carences, mais ça on le verra aussi au fur et à mesure de la vidéo. J'ai remarqué en visionnant pas mal de vidéos sur des personnes véganes ayant fait des analyses que les analyses étaient très superficielles et pas aussi poussée que ce que moi j'ai fait et que je vais vous présenter maintenant dans la vidéo. Le problème avec les analyses qui sont très superficielles, c'est que oui, on va avoir son taux d'hématocrite, son taux d'immunoglobulines, on va savoir, voilà, est-ce qu'on a du cholestérol, du mauvais cholestérol, comme les médecins allopathiques aiment le dire, mais ce ne sera pas aussi poussé que par exemple savoir si on est carencé en acide gras et donc faire une analyse d'acide gras érythrocytaire. Alors faire des analyses pour le diabète et le cholestérol, c'est bien joli, mais justement les véganes n'ont aucun problème avec le diabète et le cholestérol, donc forcément toutes leurs analyses à ces véganes là, elles sont super bonnes et ce n'est pas représentatif. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo je ne vais rien vous cacher. Si j'ai des carences, je vais vous le dire, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai ces carences et comment on peut réussir à ne plus être carencé. J'ai donc donné mon sang et mes urines à un laboratoire. Le laboratoire que j'ai choisi n'a pas d'analyse, de pack d'analyse spécifique pour les végétaliens qui regrouperait tous les domaines dans lesquels les végétaliens risquent d'être en carence dû à leur régime alimentaire. Vu que je suis formée en nutrition, j'ai eu plusieurs heures sur les analyses en laboratoire et donc je savais exactement ce que je devais demander. Bon, j'arrête de parler et voyons si mon organisme a souffert du fait que je ne mange plus de produits animaux depuis plus d'une année. Ah mon dieu, ah ouais d'accord. Bon d'accord, je viens d'ouvrir mon enveloppe. Et en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, on va voir tout ça ensemble bien calmement, hein. Il y a certaines choses sur lesquelles je vais passer très vite et d'autres qui sont éventuellement plus spécifiques au végétalisme sur lesquelles on va passer un petit peu plus de temps. Donc, si on regarde du côté de l'hématologie, j'ai une hémoglobine qui est au top, hématocrite, nickel aussi. Donc, tout ce qui est niveau globules rouges dans mon sang, tout va très bien. Des indices qui sont également très bons chez moi, ce sont le magnésium, le zinc et le cuivre. Je suis dans la fourchette haute, ce qui veut dire que je n'ai absolument pas de carence, c'est même le contraire. Pour le chrome, je suis dans la moyenne, donc rien à signaler. Par contre, voilà quelque chose de très intéressant.
Au niveau de la B12, j'ai beaucoup trop de B12. Donc ça c'est évidemment dû au fait que je me suis supplémentée depuis environ une année, alors qu'apparemment ma B12, malgré le fait que j'étais végétarienne avant mon végétalisme pendant une année, ma B12 était au taquet. Je vais tout simplement arrêter de me complémenter pendant un moment en B12 et puis avoir par la suite, je continuerai peut-être dans 3-4 mois à reprendre de la B12, mais du coup plus tous les jours, peut-être 2 ou 3 fois par semaine pour être sûr de ne pas en manquer. Petite précision, si vous voulez faire des analyses sur la B12, il ne faut pas faire des analyses sanguines parce que ces analyses peuvent être faussées par certains aliments que vous mangez, notamment les aliments fermentés. Et on sait que quand on est vegan, on adore les aliments fermentés. Donc forcément ce sera faussé au niveau du sang. Donc faites des analyses urinaires. Je vous passe certains oligo-éléments comme le cadmium, parce que tout le monde s'en fout, mais si je vous le dis pas, c'est que je suis dans la norme. Ensuite, parlons du sélénium, le fameux sélénium dont les végétaliens sont aussi souvent carencés. Pourquoi ? Parce qu'on le trouve principalement dans les poissons, dans les fruits de mer, dans les viandes et dans les œufs. Ensuite, vous le trouvez en petite quantité dans les céréales et dans les légumineuses, mais il faut pas trop compter là-dessus pour avoir un apport assez suffisant en sélénium. Maintenant, en ce qui concerne mon résultat à moi, je suis carencée en sélénium. Et oui, et c'est là qu'on dit que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé parce que je sais très bien qu'en étant végétalienne, je risque d'avoir une carence en sélénium et pour ne pas avoir de carence, il me suffit de faire une seule et toute petite chose, c'est manger une noix du Brésil par jour et ça couvre mes apports quotidiens en sélénium. Et évidemment, je ne l'ai pas fait. Voilà, vilaine Cynthia et vilaine. Donc voilà, je vais reprendre tout ça en main et je vais manger ma petite noix du Brésil tous les jours. Comme je vous l'avais dit, au niveau de la vitamine D, je me complémentais en étant omnivore. Tout simplement parce que en hiver, sous nos latitudes, nous n'arrivons pas suffisamment à synthétiser la vitamine D. La vitamine D se synthétise à partir des rayons du soleil. Et forcément, en hiver, quand vous êtes tout couvert et que vous allez vous promener, vous avez juste les mains en général et une partie du visage, si vous ne portez pas en plus une cagoule ou des gants, qui est exposée aux rayons solaires et donc on synthétise très peu cette vitamine, d'autant plus comme je vous le disais, sous nos latitudes, le soleil est très bas en hiver, ce qui fait que le rayonnement n'est pas suffisant pour synthétiser la vitamine D. Heureusement, je ne suis pas du tout carencée en vitamine D, alors que, en étant omnivore, j'étais carencée et je me complémentais. Là, je ne me suis pas du tout complémentée et je ne suis pas carencée. Alors, vu que ce n'est pas quelque chose qui est apporté par l'alimentation, la vitamine D, mais par les rayons du soleil, je ne peux pas dire que c'est l'alimentation végétalienne qui fait que je ne suis pas en carence de vitamine D. Par contre, c'est certainement l'alimentation végétalienne qui fait que je synthétise mieux la vitamine D actuellement plutôt que quand je mangeais des produits animaux et qui fait qu'à cette période de l'année, on est au mois de janvier, je ne suis pas carencée. Par contre, c'est pas un taux non plus, un taux foufou, je suis pas dans la fourchette haute, donc je pense que ça va faire du bien d'avoir quand même les premiers rayons de soleil du printemps pour refaire mon stock de vitamine D. Mais en tout cas, actuellement, je ne suis pas carencée. Nous allons parler maintenant de l'iode. Pourquoi faut-il surveiller son iode lorsqu'on est végétalien? Tout simplement parce qu'on ne mange plus de produits provenant de la mer. Alors on a forcément du sel de cuisine qui est iodé, donc auquel on apporte un complément d'iode. Mais évidemment, de mettre une pincée de sel sur ses épinards, ça ne suffit pas à amener assez d'iode. Surtout qu'on sait que le sel, ce n'est pas forcément très bon pour la santé et qu'il ne faut en manger que de très faibles quantités. Donc résultat des courses, je suis carencée en iode. Alors que là aussi, je sais très bien que déjà en étant omnivore, j'étais carencée en iode. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les produits qui viennent de la mer. Que ce soit les fruits de mer, le poisson, j'ai jamais aimé ça, même en étant omnivore. Que faut-il faire lorsqu'on est végétalien et qu'on est comme moi carencé en iode? Tout simplement, vous allez manger des algues. Les algues wakame, toutes les algues d'eau de mer. Si vous mangez japonais assez souvent, vous ne serez pas carencé en iode. Ou alors
achetez-vous des petites salades de wakame. On en trouve maintenant un petit peu partout dans les supermarchés. Et si vraiment le goût des algues vous répugne, parce que c'est un peu le goût du poisson, hein, ça se goût iodé de la mer, si ça vous rebute vraiment le goût des algues, vous pouvez tout simplement vous supplémenter en iode. Vous achetez des pastilles d'iode, des compléments alimentaires, et vous prenez une pastille par jour, ou vous faites une cure par exemple 2 fois 3 mois par année, pour remonter votre taux d'iode. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'iode est très important pour toute la fonction thyroïdienne, donc la glande thyroïde. On peut facilement être en hypothyroïdie si on manque de iode, ce qui fait que vous serez très fatigué, vous allez prendre du poids. Ce qui est très intéressant chez moi, et ce qui me semble un petit peu fou, c'est que finalement mes hormones thyroïdiennes, la TSH, la T4 et la T3, ont d'excellentes valeurs. C'est-à-dire que je n'ai aucun souci au niveau de la thyroïde, même que je suis carencée en iode. Donc voilà, carence en iode ne veut pas forcément dire problème au niveau de la thyroïde. Une chose que je vous disais dans l'introduction, c'est que souvent les médecins en médecine allopathique vous font faire les tests concernant le diabète pour être sûr que vous n'avez pas trop de glucose dans le sang. Évidemment, surtout si vous êtes végétalien, parce que vous mangez tellement de glucose. Tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, fruits, ça contient énormément de glucose. J'ai donc fait 2 tests, le test OMA et le test Quickie, qui sont 2 tests en général qu'on fait parallèlement. L'un ne va pas sans l'autre, parce qu'en fait, quand l'un des 2 tests tout d'un coup chute, c'est que l'autre va augmenter bientôt et donc qu'il y a un problème au niveau de la glycémie. Donc j'ai été ravie de voir que ma glycémie à jeun était au plancher, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout, mais du tout de risque, en tout cas actuellement, d'attraper le diabète sucré de type 2, alors que c'est quelque chose qu'on va vous dire en étant végétalien, attention à ton diabète, tu te rends compte tout le glucose que tu manges. Eh bien non, pas du tout, vous voyez. Avant de vous parler des acides gras érythrocytaires, qui est le gros point de la vidéo si on veut, je vais encore vous parler de ma ferritine. Je n'ai pas un très bon taux de fer, et ceci, je m'en doutais beaucoup vu que je l'avais déjà en étant omnivore. Pourquoi? Parce que je porte un stérilet en cuivre et que le stérilet en cuivre me fait des règles hémorragiques, c'est-à-dire que je perds énormément de sang pendant mes règles, plus que la moyenne des femmes. La moyenne est déjà bien carencée en fer, mais moi, vu que j'ai des règles hémorragiques, c'est encore pire. Et donc, malgré le fait que je mange beaucoup de fer végétal, qui est un peu moins bien absorbé que le fer héminique de la viande, mais qui est tout autant valable, il faut juste en manger un tout petit peu plus, et bien malgré le fait que je mange beaucoup de fer végétal, ça n'arrive pas à compenser ces pertes de sang que j'ai tous les mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour remédier à ça? Je vais déjà, dans 2 semaines, aller enlever ce stérilet en cuivre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Et deuxième des choses, je vais manger plus de fer végétal. La meilleure source de fer végétal, c'est le persil. Alors attention, ne mangez pas du persil si vous avez des problèmes cardiaques. En tout cas, n'en mangez pas trop parce que le persil va fluidifier le sang. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant dans le persil, c'est qu'il contient du fer et de la vitamine C. Et ce qui va aider à fixer le fer, c'est la vitamine C. Donc, mangez des aliments riches en fer et complétés par de la vitamine C. Par exemple, si vous mangez, allez, gros cliché, des épinards, alors que c'est pas l'aliment qui contient le plus de fer, mais parlons des épinards qui en contient quand même un peu. Si vous arrosez vos épinards avec un petit peu de jus de citron, eh bien, il y aura beaucoup plus de valeur nutritionnelle, vous allez beaucoup plus absorber le fer. Et voilà, comme tout le reste, si tout d'un coup vous avez vraiment le fer qui est au plancher, que vous vous sentez très fatigué, ce qui n'était pas mon cas parce que mon fer n'était quand même pas au plancher, mais les taux ne sont pas foufou, hein. Donc si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à vous complémenter pendant quelques mois, 3 ou 4 mois. Vous trouvez évidemment des compléments, des suppléments en fer qui sont végétaux et donc qui ne contiennent pas de produits animaux. Et à ce moment-là, quand vous aurez fini votre cure, vous pourrez continuer avec l'alimentation, à bien vous alimenter avec des aliments riches en fer et ça fera très bien l'affaire. Allez, on s'attaque au gros point, les acides gras érythrocytaires.
Qu'est-ce que c'est les acides gras érythrocytaires? Ce sont les acides gras qui sont contenus dans la membrane de cellules appelées érythrocytes, qu'on appelle également, plus communément, les globules rouges. Vu que la durée moyenne d'un érythrocyte est de 120 jours, on aura une idée sur les 3-4 derniers mois. On le fait pour avoir une idée si le corps transforme bien les oméga 3 en EPA et DHA. Effectivement, pour transformer ces oméga 3 en EPA DHA, notre corps a besoin d'une enzyme qui s'appelle l'enzyme delta 6 désaturase. Vu que cette enzyme est en général chez l'homme en très faible quantité dans l'organisme, on conseille souvent aux gens de se complémenter en EPA DHA, qui sont des acides gras à longue chaîne, qui sont naturellement allongés, si on peut dire ça, dans les gras d'origine animale, comme par exemple l'huile de foie de morue ou le krill. Ils sont également présents dans les œufs, mais attention, pas dans tous les œufs, uniquement les œufs de poules qui ont été nourris à majorité aux graines de lin. Si ce sont des poules conventionnelles qui sont nourries au maïs, eh ben vous n'aurez aucun oméga 3, donc aucun EPA DHA dans les œufs, ça ne servira strictement à rien. Et donc vous l'aurez compris, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop les produits de la mer et que vous ne mangez pas de produits à base de graines de lin, eh bien vous risquez en tant qu'omnivore d'être autant carencé qu'un végétalien. Il faut savoir que ces acides gras sont très importants parce qu'ils constituent la membrane de nos cellules ainsi que la grande majorité de notre cerveau. Il est très important au développement du cerveau chez l'enfant notamment. Je vous dis que c'est le point principal de ma vidéo parce que c'est le point sur lequel j'ai eu le plus peur en faisant mes études en nutrition. C'est le point sur lequel on est le plus souvent revenu vers moi en disant tu es végane, es-tu sûre que tu synthétises bien les EPA DHA, as-tu assez d'enzymes delta 6 désaturase dans ton corps pour pouvoir synthétiser ces EPA DHA? Eh bien je vais vous répondre tout de suite. Oui, je synthétise très bien les EPA DHA et ça c'est une excellente nouvelle pour moi. J'aurais pu faire autrement, si vous ne les synthétisez pas bien, vous pouvez vous complémenter en EPA DHA, il n'y a aucun souci, vous achetez des compléments alimentaires. Ou si vous êtes végétalien mais que vous vous accordez quand même quelques écarts, si vous êtes flexitalien par exemple, mangez de temps en temps des œufs nourris aux graines de lin, de poules nourries aux graines de lin, pas les œufs qui sont nourris aux graines de lin. Mais ça c'est typiquement une analyse que vous n'aurez jamais par votre médecin en médecine allopathique. Ils ne sont pas du tout conscients ou au courant ou que sais-je qu'il est important de vérifier ces taux à ce niveau-là, au niveau des EPA DHA. On vous dira oui, vous avez assez d'oméga 3, pas assez d'oméga 3, mais est-ce que vous les synthétisez, vos oméga 3? C'est ça qui est important de savoir. Donc le conseil que je peux vous donner à ce niveau, c'est vraiment intéressez-vous aux analyses qui sont vraiment spécifiques aux végétaliens. Si vous arrivez à trouver un laboratoire qui vous propose un pack spécifique aux végétaliens, n'hésitez pas. Vous l'avez vu dans l'ensemble, mon bilan est plus que positif en sachant que je ne me complémente plus du tout depuis que je suis végétalienne, donc depuis plus d'une année. Végétalienne stricte, hein, je précise, parce qu'avant j'étais flexitalienne, il m'arrivait quand même de temps en temps de manger un œuf ou deux, un petit bout de fromage par-ci par-là. Et donc au final, je n'ai pas plus de carences que lorsque j'étais omnivore, absolument pas. Même, je dirais que j'en ai même moins. Et en plus, comme je vous l'ai dit, je suis nutritionniste et je fais encore des erreurs que n'importe qui pourrait faire, alors que je sais très bien que pour ne pas manquer d'iode, je suis obligée de manger des algues. Je sais très bien que pour avoir un bon taux au niveau du sélénium, il faut que je mange une seule noix du Brésil par jour. C'est quand même pas compliqué, une noix du Brésil par jour. Mais vous voyez, même moi, je fais des bêtises. Ma foi, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est aussi bien de faire ce genre d'analyse pour un petit peu se remettre les idées en place et se dire, bah voilà, maintenant il faut vraiment que je sois attentive et que je mange correctement. Si vous êtes omnivore, c'est la même chose. Demandez des analyses de fer si vous êtes une femme régulièrement, demandez des analyses, je ne sais pas, d'iode si vous ne mangez pas beaucoup de produits de la mer, c'est important, c'est quand même le fonctionnement de votre organisme et ça peut avoir, pas toujours, mais ça peut avoir des répercussions sur votre santé, une carence. Pour conclure, je pense que je ne vais pas demander chaque année un bilan sanguin et urinaire, peut-être dans une année pour voir où j'en suis, si j'ai réussi à refaire remonter mes taux, mais c'est quand même des analyses qui sont assez coûteuses et malgré qu'en Suisse on a une caisse maladie qui nous rembourse,
oui, je veux bien, mais quand même, enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On fait vraiment si on en a besoin. D'ailleurs, à mes patients, je ne prescris pas ou très peu d'analyse de sang. En général, si on a besoin d'analyse, je les envoie chez le médecin. Mais voilà, ce fut une expérience très intéressante pour moi parce que par exemple, typiquement pour ce qui est le sélénium, comment savoir si on a une carence en sélénium? Si on a une carence en fer, on est fatigué. Si on a une carence en iode, eh bien on peut faire de l'hypothyroïdie et devenir très fatigué et prendre du poids, mais une carence en sélénium, c'est un petit peu plus difficile à détecter sans analyse de sang. Donc c'était très bien que je les fasse une fois. Si vous avez des questions par rapport à vos analyses de sang, si vous êtes vegan ou même si vous êtes omnivore, je suis à votre disposition dans les commentaires. J'espère que cette vidéo qui a été un petit peu longue, je m'en excuse, mais bon, on est allé au fond des choses, comme ça c'était très bien. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude un petit pouce en l'air si ça avait été le cas. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout, activez les notifications. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne sont pas informés de mes vidéos. C'est normal si vous n'activez pas les notifications. Je ne vais pas vous dire, vous envoyer un mail pour vous dire que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Donc, activez les notifications. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sortirai et qui concernent la santé, la nutrition, la perte de poids et bien plus encore. Via Felicia à tous!